Alors, c'est un grand honneur pour moi d'être ici, comme tous les autres. J'apprécie l'invitation du comité organisateur. C'est vraiment magique, cet événement. Et j'ai commencé à traiter les dossiers sur les hommes. Je pense que mon premier effort, c'est lorsque j'ai eu mon premier fils, en 1970. Et je me suis rendu compte que je ne connaissais rien pour ce qu'est d'être un père. Et j'avais peur d'être un père. Alors, je me suis occupé de moi. J'étais un tout jeune sociologue à ce moment-là. Alors, je me suis dit, je ne suis pas prêt à être un père, mais peut-être qu'il pourrait m'appeler Robert. Il a maintenant 40 ans, mon fils, et il m'appelle Robert. Et lorsqu'il était à l'école élémentaire, ses amis disaient, « C'est pas ton père, lui? » Et lui, il disait, « Oui, c'est mon père. » Comment est-ce que... Pourquoi tu l'appelles Robert? Eh bien, c'est comme ça qu'on change les paradigmes, n'est-ce pas? On repense à toutes ces relations. À cette étape-là de ma vie, en fait, je suis ravi. Les 3 jeunes dont j'étais le parent m'appellent Robert et j'aime cela. Et je l'aime parce que ça me rappelle du féminisme et comment le féminisme nous a aidés récemment. On m'a rappelé ça lorsque je pensais, en tout cas, je vais en raconter quelques anecdotes avant de rentrer dans mes diapositives, mais je pensais à ma présentation aujourd'hui et les moments magiques qui avaient du sens pour moi. Bon, quelque chose qui s'était produit, qui s'était dit, mais je sais que la première chose, c'est probablement en 1970, lorsque je suis devenu père, et j'étais au courant que le féminisme avait enseigné qu'on pouvait changer nos comportements, que rien n'était fixe, que tout était changeable et négociable. Il suffisait d'être assez brave pour négocier. La deuxième chose, j'ai entendu Gloria Steinem parler il y a plusieurs années, il y a 25 ans maintenant, à une conférence à New York, et elle critiquait l'histoire du standard des mâles, et beaucoup de travail à ce moment-là était fait par des féministes, des historiennes féministes et des archéologues, qui réécrivaient une grande partie de l'histoire mâle que nous avions apprise. Et une des personnes dans l'histoire lui avait dit, « Madame, n'êtes-vous pas inquiète que peut-être que ces érudits féministes n'ont pas compris? » Et elle dit, « On s'en fiche. Il suffit d'avoir une nouvelle histoire, c'est tout ce dont on a besoin. On s'en fiche que ça soit vrai ou pas. » Parce que l'ancienne histoire n'est pas vraie non plus. Alors, si on a peur de ne pas avoir la bonne histoire pendant qu'on est en train de faire des changements, eh bien, nous ne ferons jamais ce qui est nécessaire de faire pour faire les changements nécessaires. Alors, je pense à ça lorsque John parlait plus tôt de... En tout cas, je pense que Steve parlait de cela aussi ce matin, que nous débattons avec si oui ou non il y a de la masculinité, si on connaît ce construit-là, ou si on est embarré dans la signification assez pour qu'on puisse l'étudier. Non. Allons-y. Je pense qu'il faut qu'on fasse tout simplement les choses. Et au moment où on va faire le travail, nous allons trouver des réponses qui sont là, qui nous attendent. Et si tout n'est pas bien fait, c'est encore un nouveau mouvement, on apprend. Tout le mouvement des genres est un nouveau mouvement, même si ça existe en tant que discipline universitaire depuis 40-50 ans. Néanmoins, nous sommes encore des petits bébés dans le bois. Et nous avons encore beaucoup de choses à apprendre et beaucoup de découvertes à faire. Et aussi certaines excuses à faire aussi pour ce que nous pensions être vrai dans le temps. La deuxième anecdote, c'est liée de ma mère. Ma mère, lorsqu'elle s'est aperçue que je commençais à étudier les genres, et ma mère se disait, pourquoi est-ce que tu étudies ça? Et j'ai commencé à étudier le sexe. Elle était vraiment fascinée par cela. Et elle m'a dit, je ne savais pas qu'on pouvait étudier le sexe. Mais elle pensait au genre et elle a dit, moi je pensais, lorsque moi j'étais une fille à l'école catholique, et les bonnes sœurs nous avaient dit qu'on ne pouvait pas jouer des sports. Et ma femme actuelle, Betty Crane, qui va être ici demain, a dit, mais moi lorsque j'étais à l'école, dans les années 50, dans les années 60, on pouvait jouer au basketball. Génération de ma mère, pas de sport. Génération de Betty, la moitié du terrain de basketball. Ma fille, bien sûr, joue au basketball sur tout le terrain de basketball. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Néanmoins, j'ai demandé à ma mère, qu'est-ce que les bonnes sœurs vous disaient à propos de pourquoi on ne pouvait pas jouer au basketball ou même n'importe quel sport? Elle a dit, les bonnes sœurs nous ont dit que nos ovaires pourraient tomber. Moi, je me suis dit, il n'y avait pas de données scientifiques pour prouver que les ovaires pouvaient tomber lorsque les filles faisaient des sports. Moi, j'ai été à des milliers de parties de basketball à cause de ma fille qui joue au basketball et j'ai jamais vu un ovaire tomber par terre pendant que ma fille jouait au basketball. Je sais pas s'il y a un ovaire historique qui s'est posé, en tout cas. Peut-être que ça s'est produit à un moment donné, mais si on y pense vraiment, on devrait peut-être
être plus préoccupé par ses testicules qui pourraient tomber et qui pourraient rebondir comme ça sur le terrain de basketball. Mais c'est les mythes avec lesquels nous avons vécu, les histoires qu'on raconte qui sont tellement remarquables. En tout cas, moi, je m'intéresse beaucoup à toutes ces choses-là et ça fait longtemps que je m'intéresse à ces choses-là. Ce qui m'intéresse en ce moment, c'est, les masculinités et l'intersection entre les masculinités et la sexualité et les genres de la sexualité en termes plus larges. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est les hommes qui comprennent et comment ça se produit. J'écoutais certains commentaires ce matin de certains conférenciers qui disaient que c'est temps d'avoir des histoires positives à propos des hommes. C'est temps qu'on commence à dire, il faut arrêter de dire les hommes sont ci et ça. On est à un point dans notre développement en tant que discipline où on peut dire que on ne sait pas ce qu'on pense qu'on savait avant. On sait qu'il y a des masculinités et que les vies des hommes sont multidimensionnelles. On sait que la masculinité en tant que telle est multifactorielle. Nous savons que ça change et que ça avance, ça recule avec le temps, la distance, l'espace, les situations, le contexte, avec l'âge, avec la race et tout ça. Il n'y a pas de limite aux variations de qu'est-ce que c'est qu'un homme. Et même le terme masculinité en tant que tel, j'ai remarqué qu'il n'y a pas d'études de féminité, par exemple, qu'on s'accroche encore à la masculinité. Et je pense que les études féminines ont lâché la féminité, si on veut dire, et ont commencé à vivre des femmes. On s'accroche encore à la masculinité parce que c'est tellement un construit solide dans les cultures patriarcales. Ça a été tellement précieux pendant si longtemps, c'est important depuis si longtemps que c'est difficile pour nous de même lâcher ce terme-là et de trouver un autre cadre de référence. Alors, on s'accroche à cela. Et moi, je peux endurer ça quelque temps encore. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'on remette en question les études de masculinité de façon novatrice. Alors, ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est des choses, des réflexions à propos de transgresser, de traverser des frontières. Et je m'intéresse aux hommes qui comprennent, des mâles qui transgressent, qui traversent des frontières et qui se déplacent du centre et qui entrent dans les marges. Et lorsque je pense à ça dans ma recherche actuelle, c'est une recherche quantitative à propos des hommes qui sont identifiés comme étant straight et qui comprennent le féminisme, de même que ceux qui comprennent l'orientation sexuelle et l'homosexualité. Et, en tout cas, je vais en parler dans quelques instants. Mais ce qui m'intéresse, ça fait 30 ans. Dans les 30 ans où j'étais impliqué dans les études masculines. Aussi, j'ai géré des programmes à Anchorage, en Alaska, en 1977. Je pense que j'étais impliqué pour commencer le premier programme pour les hommes qui abusaient physiquement de leurs femmes. Et le but de cette histoire, c'est que lorsqu'on a ouvert le premier abri pour femmes en Alaska, naïvement, on pensait que on aurait du financement du gouvernement pour les hommes qui causaient la violence domestique et qu'il y avait au moins 12 femmes avec leurs enfants. Et on s'est dit, c'est un immense bâtiment. Et en l'espace de 2 mois, on avait tellement de femmes et d'enfants battus qu'on a débordé au bout de 2 ans. Il a fallu qu'on aille chercher d'autres subventions pour construire 40 maisons pour femmes battues. Des refuges. Alors, on avait demandé à cette dame quelle était votre sorte. Mon mari, ça fait 50 ans qu'il me bat et je ne savais pas que c'était pas correct jusqu'à temps que je lise l'article d'un journal qui disait que c'était pas correct de se faire battre par son mari. Et je me suis dit, c'est tellement important ça, pour ce qui est de quelqu'un qui fasse passer le message qu'il y a quelque chose sur le menu qu'il ne connaissait pas. Il y a une autre façon de faire les choses. Lorsque j'ai travaillé, cette première année-là, on a eu un programme pour les hommes qui causaient la violence domestique. Et j'étais beaucoup trop jeune à ce moment-là et beaucoup trop stupide. J'étais féministe à ce moment-là. J'étais encore féministe, mais je suis plus stupide. Et j'étais très stupide dans ce temps-là. Et j'ai gobé ce mantra de l'homme comme étant l'ennemi, qui était dans l'air ambiant à ce moment-là. Et, ce gars-là se faisait dénoncer. Et comme la plupart d'entre vous, vous avez ces expériences-là. Et ils étaient assis. Et moi, je leur criais des bêtises pendant 1 an. Et à chaque semaine, pendant 2 heures. Et moi, je me disais, je me sentais bien. Et ils me détestaient, moi, je détestais. On n'allait pas se marier. Enfin. Une des choses que j'ai faites, c'est beaucoup de thérapie après cela, après cette première année, pour comprendre que c'était vraiment des hommes blessés avec qui j'avais parlé. Parce que moi, j'avais été un homme blessé moi-même. Moi, ma colère envers eux, c'était ma colère envers mon père. Ma colère envers eux, c'était ma colère envers les hommes qui m'avaient abusé sexuellement. Et ma colère envers eux, c'est la colère que j'avais moi-même. En tout cas, je me suis dit, je pouvais me venger et ils devaient m'écouter. C'est ça que je me disais.
J'avais beaucoup de travail à faire sur moi-même. Eux aussi avaient beaucoup de travail à faire sur eux-mêmes. Bon, un homme qui m'a aidé, c'était un groupe, dans un de ses premiers groupes. Bon, un des gars, moi, je n'étais pas si pire que ça, là, quand même. Enfin, un des gars qui venait au groupe m'a dit, bon, on dit toujours, parle-nous de ton enfance, et patati patata, là, ça faisait partie du processus. Et il m'a dit, moi, mon père savait comment s'occuper de moi, parce que moi, j'étais un mauvais enfant. Et moi, je dis, qu'est-ce que ton père faisait? Ben, comme ce gars-là, là, si je commençais à pleurer ou si j'étais méchant, il me ramassait, il me mettait dans le four et il fermait la porte du four. Il me disait, tu vas rester là et je vais allumer le four si tu n'arrêtes pas de pleurer. J'ai écouté cette histoire-là et j'ai eu peur, j'ai tremblé. Et j'ai dit, qu'est-ce que ça t'a fait, ça?